Tout a commencé au Biafra, en 1968. C'est là que naît Médecins sans frontières. La guerre fait rage entre le Biafra, qui a déclaré son indépendance, et le reste du Nigeria. Dans ce conflit, la France du général de Gaulle est partie prenante aux côtés des Biafrais. Côté nigérian, ce sont les Anglais et les Soviétiques. Au Biafra, il faut bien comprendre que la guerre était terrible, qu'on a découvert des choses épouvantables. Et nous avons découvert surtout que les enfants qui souffraient d'affections que nous connaissions mal, ou pas du tout, qui étaient liées à la famine, l'absence de calories ou l'absence de protides, ces affections dont le nom nous était même étranger, kwashiorkor et marasme, étaient victimes du blocus militaire sur les routes du Biafra. La nourriture n'arrivait pas, et les enfants mouraient comme des mouches par centaines de milliers. Et ces pauvres enfants, il fait tellement... La Croix-Rouge envoie des volontaires sur place pour soigner les victimes de la guerre, à condition de rester neutres. Les médecins doivent signer un papier dans lequel ils s'engagent à ne pas témoigner sur ce qu'ils voient. Parmi les volontaires français, Bernard Kouchner et Patrick Lébrard. Quand j'étais au Biafra, j'étais tout jeune, hein, j'avais 22 ans, je sortais de la fac, un peu dépassé par les événements, et c'est vrai qu'on a opéré comme des fous pendant plusieurs semaines. Au retour de cette mission, nous avons créé à Paris un comité contre le génocide au Biafra, comité international contre le génocide au Biafra, qui était une structure de dénonciation. Et donc, nous étions en train de trahir le papier qu'on avait signé. Et c'est vrai que ça nous paraissait tellement intolérable qu'on a commencé à parler. Si on voulait faire quelque chose, outre les soigner la première fois, la deuxième fois et la troisième, ils mouraient, il fallait lever le blocus. Et ça paraissait politique, mais c'était aussi déjà le respect des conventions internationales. Simplement, les conventions internationales ne comportaient pas le travail en amont qui pourrait empêcher la victime ou qui pourrait interdire au bourreau d'être aussi meurtrier. Voilà, nous avons découvert qu'il fallait s'indigner, et c'est pour ça qu'on a publié, Max Récamier et moi-même, un article dans Le Monde, qui a fait complètement évoluer la Croix-Rouge internationale, qui maintenant parle. Au même moment, Ronnie Broman, 21 ans, est étudiant en médecine. Si j'avais été au Biafra à l'époque, j'aurais, je crois, adhéré à la nécessité d'une protestation. En revanche, la suite, c'est-à-dire quand on a compris avec la distance de quoi il retournait dans cette affaire, une sécession sur fond de pétrole, un génocide invoqué pour protéger des intérêts quand même beaucoup plus prosaïques, j'aurais pris quelques distances par rapport à cela. Et malheureusement, après tout c'est pas mon problème, mais en tout cas c'est pas ce que Kouchner a fait, au contraire, il a martelé au fil des années, la même propagande un peu héroïque ou héroïsante qui prévalait à l'époque. J'ai voulu dépasser, avec le respect que je dois à ce concept, j'ai voulu essayer de faire en sorte que nous dépassions tous ensemble la charité, qui souvent, je vous l'ai dit, peut ressembler, même si elle est extrêmement utile et même indispensable, peut ressembler à la complicité. Parce que j'avais, et au Biafra j'y ai pensé très fortement, le souvenir de la Croix-Rouge internationale qui avait visité Theresienstadt et qui n'avait pas dénoncé les camps d'extermination. Voilà, le souvenir de la Croix-Rouge et le souvenir de mes parents, grands-parents, qui sont morts à Auschwitz. Personne n'a ouvert la porte. Avant de parler de droit d'ingérence, j'ai été voir un nombre important de survivants d'Auschwitz et je leur ai dit, même si on n'avait pu rien faire, est-ce que vous auriez été d'accord avec des visiteurs et ils ont tous dit, ouvrir la porte aurait été formidable, même si vous ne pouviez rien faire. Vous savez, à l'époque, quand on dénonçait une famille
qui abusaient les enfants, on disait c'est pas bien, il faut pas, le médecin peut pas faire ça. Vous voyez, l'assistante sociale doit pas dénoncer. Ben, il y a le serment d'Hippocrate, vous ne dénoncez pas ce que vous voyez à l'intérieur des maisons. Jusqu'au moment où c'est inacceptable. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est un peu le principe, vous voyez, qu'on va reprendre. Pour aller encore plus loin, ce qu'on appelle les biafrais décident de s'organiser. Ils fondent Médecins sans frontières, première association de médecins humanitaires. À l'époque, c'était vraiment une innovation. Donc, c'est l'occasion de saluer cette innovation, enfin, de souligner son caractère vraiment en rupture, en transgression avec ce qui se faisait. Le paradoxe, parce que c'est ça l'intérêt de cette histoire, c'est qu'elle est toujours pleine de paradoxes, d'aspects contraires. Ils ont inventé la médecine humanitaire. Elle n'existait pas avant. C'est Médecins sans frontières, sous l'égide de Kouchner, et avec les idées qu'il présentait à l'époque pour le Biafra, qui a vraiment donné corps à cette formule. En revanche, il croit avoir inventé quelque chose de nouveau, qui est le témoignage humanitaire, dénoncer le génocide, se dresser comme un bouclier symbolique entre le bourreau et la victime, alors qu'ils n'ont fait que reproduire ce qui a été la marque du XXe siècle dans tous ces conflits, à savoir la propagande de guerre, la guerre psychologique. Tout ça porte différents noms, mais relève d'une même entité, qui est la propagande, qui vise à affaiblir moralement et politiquement l'ennemi pour donner des points à son propre camp. Bien sûr, il y a eu une énorme participation de la presse dans toutes ces aventures. Parce que d'abord, il fallait alerter, et puis ensuite, pour trouver de l'argent, pendant des années et des années, ce fut une récolte de petits dons qui venaient des Français en général pour les premières années, et puis ensuite du monde entier. En 1978, pour René Broman, l'épisode maoïste est terminé. Sous le choc des révélations sur la dictature des Khmers rouges, il a perdu ses illusions. Broman entre alors à MSF, au moment où la contestation gronde contre les fondateurs et où une scission se prépare. Mais il est loin du siège, oublié. Vaillant soldat, il enchaîne les missions et atterrit dans un camp de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise. Là, perdu et livré à lui-même, il doit faire face à l'inimaginable. Les dizaines de milliers de réfugiés qui sont arrivés en octobre 1979 en Thaïlande arrivaient dans un état effroyable. Et ils sont morts en masse, sous nos yeux. Enfin, moi, j'ai un souvenir, j'ai jamais vu autant de morts à la fois par des milliers de personnes, par un rire d'enfants. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être à la sortie d'un camp. Tout une sorte de culture d'époque, mais aussi une culture familiale, et ressurgit comme ça au premier plan. Et c'est le sentiment qui m'a submergé. Après ma première mission, j'en ai pris une autre, si bien que je suis resté beaucoup plus longtemps que prévu. Et l'Assemblée générale de 1979, qui a été le moment où MSF a éclaté, se déroulait pendant que moi j'étais loin de là, dans un camp. Donc je la regardais de très très loin. Il y avait une querelle entre deux groupes qui s'assemblaient autour de, respectivement, Kouchner et Maluret. Autour de Kouchner, c'était essentiellement les fondateurs de MSF, et autour de Maluret, la nouvelle génération. Il y avait cette génération de la guerre d'Algérie, et puis une génération qui était marquée par 68, dont je suis un représentant, comme Maluret et d'autres. Donc 10 ans d'écart, une demi-génération au sens démographique, mais quelque chose de plus consistant au sens politique et historique. En tout cas, toujours est-il que Kouchner irritait un certain nombre d'épidermes dans la base de MSF par son côté très m'as-tu vu, disons. Et par ailleurs, il s'opposait à ce qu'il appelait, non sans raison, avec quand même, je veux dire, il y avait des choses importantes qui étaient contenues là, à toute forme de bureaucratisation de la charité, de technocratisation de la solidarité. Vous voyez, enfin, il avait Kouchner qui n'est pas en panne d'une formule et qui a un sens très, très développé.
avait mis ça en avant contre l'organisation, la structuration de MSF. Né en 1971, à l'initiative de Max Récamier et de moi-même, autour d'un groupe d'amis et de complices, ayant tous l'expérience d'une médecine de la nudité et de l'isolement, Médecins sans frontières, pour moi, est mort, tué en plein succès. On a laissé tomber. Eux ont utilisé ce qu'on fait dans les organisations de ce type. Ils ont bourré les urnes, ils se sont fait mandater par des bulletins multiples. Enfin, tout ça écrit partout. Voilà, c'était comme ça. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait le tour des provinces pour récupérer des bulletins. Bon, on a fait un barouf d'honneur et on est parti en laissant l'association. C'était une erreur fondamentale, mais on pensait que finalement, on arriverait à recréer au coup par coup une association pour chaque problème. Ce qui nous opposait très clairement, c'était aussi une façon d'interpréter la mission médicale, toujours en amont des catastrophes, essayer de ne pas participer aux catastrophes en attendant qu'elles se produisent, mais de les prévenir. Et donc, c'était la fuite des boat people qui s'enfuyaient du Vietnam par bateau. On disait à ce moment-là que la moitié mourrait en mer. Et nous avions lancé cette idée d'un bateau pour le Vietnam, l'île de Lumière. C'est appelé le premier bateau, il y en a eu 7. Ce fut une énorme opération où nous avons, je crois, sauvé de nombreuses vies. Dans une dernière action d'éclat, avant de quitter Médecins sans frontières, Bernard Kouchner rassemble autour de lui le comité Un bateau pour le Vietnam pour sauver les boat people qui fuient la dictature communiste. Grâce à son entre-gens, il mobilise le tout Paris et réunit sous une même bannière la gauche et la droite, incarnées par Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, ennemis de toujours. Ce coup médiatique, qualifié de parisianiste, sera reproché à Bernard Kouchner au sein de MSF. C'est pas sur ce plan-là que je critiquais le programme, si on veut, de Kouchner. C'était bien plutôt sur son refus de structurer MSF qui, par définition, supposait un partage du pouvoir. Car si vous recrutez des gens qui sont capables de prendre des décisions, de suivre des programmes, d'avoir des initiatives, c'est des gens qui ne sont pas là pour se faire simplement donner des ordres, être des robots qui vont exécuter les instructions du grand leader. Et Kouchner était parfaitement conscient de ça. Structurer MSF, c'était forcément partager le pouvoir, quitter la forme d'une sorte de bande, là, un comité regroupé autour de son chef charismatique, qui fait des réunions chez lui, qui dicte l'agenda, aussi bien dans le temps que dans les initiatives. Et ça, c'était pas tenable longtemps, avec une structure plus organisée. D'ailleurs, la suite a montré que la prévision était juste. Et je pense que c'est là qu'était vraiment le nœud du conflit. Après avoir été débarqués de leur association, Kouchner et sa bande en fondent une autre pour continuer à agir. Ce sera Médecins du Monde. Non, il y a eu Noël qui est catastrophique pour ça. Parce que tout le monde va vous acheter un truc. Ça ne marche pas. Je ne veux plus vivre comme je l'ai fait depuis le départ de New York. C'est-à-dire que pour moi, pour voir mes malades, par hasard, mais pour surtout gagner mon fric, voir ma famille, je n'ai pas eu une seconde depuis le départ de New York. Je ne fais que Médecins du Monde, alors que théoriquement je n'y suis pas, que j'ai pas de bureau ici et que je suis chez moi. Chez moi, c'est une annexe de Médecins du Monde et je suis, entre parenthèses, le public relation qu'on balade, puisqu'on n'a pas de public relation, c'est moi. Alors on me balade comme potiche d'une Sorbonne à une autre pour montrer que Médecins du Monde, c'est pas si mal. Merci, pour moi, c'est fini.